bonjour à tous. J'ai le grand plaisir avec Micheline Dionne d'introduire, de démarrer ce premier colloque de l'actuariat francophone. Donc, c'est un grand plaisir de faire ce colloque dans une des deux langues de l'AAI. Donc, je tiens pour commencer à remercier tous les auditeurs et qui sont là. Sachez que sur ce colloque, sur son intégralité, plus de 800 inscriptions ont été enregistrées, ce qui est bon augure sur ce point. Donc, juste un petit mot concernant Micheline. Micheline représente le président président de l'AAI et postulante présidente et a tout notre soutien sur ce sujet. La première journée qui commence ici est sur l'assurabilité du cyber. Donc, autour de la table, nous avons trois associations qui sont représentées. Donc, je tiens à remercier mes collègues de tous ces pays, donc du Canada, de la Tunisie, de la France, et je vous en remercie. Micheline, je vous laisse la parole parce que en tant que sponsorisante ce colloque, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui en tant que délégué de l'Association actuarielle internationale au nom de son président, Jan Kars. Donc, comme on vous l'a mentionné, je suis présidente du comité de l'AAI sur les risques de changement climatique. Je suis aussi canadienne, fièrement canadienne et fièrement québécoise, donc d'où l'accent. C'est un plaisir, en effet, que d'être témoin de ce tout premier colloque francophone réunissant des actuaires d'autant de pays pour partager leurs connaissances et défis professionnels dans une langue commune qui est la vôtre, en fait la nôtre, puisque je m'inclus avec vous. Je vous souhaite de profiter de cette absence de barrières linguistiques pour participer à plein aux discussions avec vos questions et commentaires. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Nos défis ne sont pas identiques, mais les approches et solutions des uns aident à générer des pistes de solutions pour les autres. Et celui qui peut nous aider à progresser n'est pas toujours celui à qui on pense. Parlant de collaboration et d'échange d'idées outre-frontières, permettez-moi de vous parler de l'Association actuarielle internationale, l'AAI, puisque vous m'avez si gentiment invité. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec l'AAI, l'AAI regroupe près d'une centaine d'associations actuarielles réparties sur les 5 continents et plus de 90% des actuaires de la planète. Son but est de permettre des échanges entre les associations d'actuaires et entre les actuaires eux-mêmes et faire rayonner l'expertise actuarielle auprès des organismes internationaux tels que, et là je vais quelques mots en anglais, l'International Accounting Standards Board. C'est eux qui sont les auteurs de IFRS 17 et IAS 19. Si vous œuvrez en assurance ou en régime de retraite, l'International Association of Insurance Supervisors, qui régularise les compagnies d'assurance, les banques et les institutions financières des différents pays. L'OCDE, l'Association internationale de sécurité sociale, l'Organisation internationale du travail et quelques autres, dont ceux rattachés aux États-Unis, aux Nations Unies, en particulier ceux touchant au risque de changement climatique. Vous êtes les bienvenus à participer aux rencontres de l'AAI, à ces groupes de discussion et à ces groupes de travail. La communauté actuarielle internationale a besoin de vous. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est d'obtenir une recommandation de votre association actuarielle locale et de contacter l'AAI. La communauté actuarielle est trop petite au regard d'autres professions pour se permettre de ne pas profiter de tous ses membres, jeunes et moins jeunes, de tout horizon. L'AAI nous permet de parler d'une même voix et ainsi d'être influent au niveau international. Je vous souhaite une excellente rencontre et que ce premier colloque devienne un rendez-vous régulier dans le futur, qui sait.
Au plaisir de vous voir aussi à l'AI. Nous avons hâte de vous voir et de vous entendre. À bientôt et en attendant, bon colloque. Marie, Jo, Jean-Denis et Hassen, la scène est pour vous maintenant. Okay. Et puis, grand merci par avance de notre part à tous. J'en profite pour remercier aussi tous les organisateurs qui sont derrière ce colloque dans toutes nos associations. Bon colloque. Très bien. Est-ce que vous voyez mon écran pour bien démarrer? Oui, il n'y a pas de souci. Vous m'entendez? C'est parfait, Marie. Ok, c'est parfait. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et toutes. Je merci à l'Institut des actuaires également pour avoir participé et proposé un tel colloque. Donc, comme c'était dit, on va s'intéresser pour cette première rencontre à l'assurabilité des risques en jour J. G1. Et je vais peut-être laisser nos participants se présenter, donc que ce soit Hassen, Jo ou Jean-Denis. Et je poursuivrai pour donner un petit peu une introduction afin de présenter un panorama du risque cyber, mais d'un point de vue assurantiel, en introduction à notre table ronde. Donc j'essaierai de ne pas être trop longue, qu'on ait beaucoup de temps pour la discussion. Alors, Hassen, peut-être vous pouvez... Oui, très rapidement, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Hassen Feki, je suis directeur général de Star Assurance, qui est le leader en fait du marché de l'assurance en Tunisie et qui est une joint venture entre l'État tunisien et Groupama, chez qui j'y suis depuis 2004. Voilà. Ok, Joe. OK. Je suis Joe Mudge. Je suis directeur principal d'intelligence d'affaires la compagnie d'assurance générale Cooperators au Canada. Je dirige une équipe des actuaires et scientifiques des données chargés de développer et améliorer des capacités de modélisation des cyberrisques pour les portefeuilles de cyberassurance de Cooperators. Et j'ai 6 ans d'expérience dans cette capacité. Jean-Denis. Bon, je suis le premier à qui ça arrive d'être surmuet quand c'est à mon tour de parler. Bonjour à tous. Moi, je suis vice-président en souscription en assurance des entreprises chez Intact Assurance. Intact est le plus gros assureur au Canada. Auparavant, j'étais chez AXA Canada jusqu'au moment où ça a été vendu par le groupe AXA à Intact. J'ai quand même beaucoup eu la chance d'avoir des contacts en Europe au sein du groupe AXA auparavant. S'il y en a à l'écran, je les salue d'ailleurs. J'ai fait le gros de ma carrière du côté actuariel. Ça fait seulement 2 ans que je suis du côté de la souscription. Fait que j'ai occupé beaucoup de postes en actuariat au fil de ma carrière, autant en assurance des entreprises qu'en assurance des particuliers. Donc, surtout un passé actuariel, maintenant plus près des règles de souscription. Très bien. Et moi, Marie Kratz, donc je suis professeure à l'ESSEC Business School, responsable de la filière actuarielle et du centre de recherche écono-financière actuarielle sur le risque, le CREAR, et actuaire agrégé de l'Institut des actuaires, avec beaucoup de contacts, de projets de recherche avec pas seulement des académiques, mais également des professionnels. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'animer cette première rencontre et de participer avec 3 convives de Tunisie et du Canada. Alors, comme je vous disais, faisons un panorama assez bref, sauf que ça va un petit peu trop vite, du risque cyber côté assurance. Et j'ai commencé en fait par 3 graphiques donc, qui permettent l'un donnant en fait celui de gauche, peut-être à droite pour vous si vous regardez. Enfin, je pointe celui que je mentionne qui donne la dynamique en fait de cette évolution du coût moyen des attaques cyber.
celui du centre qui donne la répartition par secteur d'industrie, et enfin le dernier qui présente les conséquences au niveau assurance. Donc si on regarde, sans regarder forcément les chiffres, mais brièvement les courbes présentées, on s'aperçoit donc que vous avez en fait une évolution. Sur le premier, on a une forte croissance exponentielle. Sur le second, donc qui est les barres noires sont celles qui sont de 2018. On compare 2017-2018 et on voit à nouveau cette forte croissance. Et donc aussi selon les secteurs. Et on voit donc en bas du graphique, ce sont les secteurs les plus touchés par cette croissance du coût moyen et avec une moyenne très forte et qui concerne essentiellement donc la banque en premier secteur, tout ce qui est service public et l'industrie des logiciels. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des plus grands sinistres déclarés, en fait, l'ordre n'est pas respecté, on n'a pas ce même ordre. Et finalement, le secteur ayant les plus grands sinistres déclarés sur la dernière décennie, c'est en fait la santé. Et si on regarde où se trouve la banque, qui a les coûts les plus importants, la banque est au sixième rang. Donc, on voit en fait que les assurances ne couvrent pas, a priori, les sinistres de ces banques. Voilà, donc il a noté donc des références, c'est entre 2013, 2018, 2016. Si on regarde en fait cette évolution sur 2020, a noté 60% d'augmentation de la valeur moyenne des paiements de rançon entre le premier et le second trimestre 2020. Et donc, vous avez noté, je ne parle pas des références, des sources, tout est sur les slides. Et on a également 9% d'augmentation du nombre d'incidents si on compare au trimestre 1 de 2020. Et si on regarde sur toute l'année 2019-2020, on a 59% d'augmentation. On voit que les attaques ciblées sont toujours prédominantes par rapport aux attaques massives, avec 63% du total au trimestre 2. Quand on s'intéresse aux attaques d'ingénierie sociale, 16% traitaient à la pandémie, dont 32% visaient des individus et 13% les institutions gouvernementales. En fait, on voit au T3 2020 une chute de 4%, comme quoi les gens s'habituent un peu et ont peut-être des précautions par rapport à ça. Et également la présence de nouvelles formes de rançongiciel, tels par exemple le chantage à la divulgation des données volées, qui en fait entraînerait des amendes liées à une violation de la loi RGPD. Donc on voit que c'est un petit peu contourné. Les bénéficiaires ne seront pas les mêmes. Au niveau on passe cette fois en fait à la pénétration des assurances dans le marché du risque cyber. Donc on a un faible taux de primes lorsqu'on regarde, en fait, quand je parle taux de primes, ce sont les primes propres au cyber versus les primes totales de l'assurance au bien. En fait, on a moins de 8 milliards pour le cyber. Donc, si vous regardez le tableau de gauche donnant l'évolution des primes d'assurance cyber, donc tout est donné en dollars américains. Et on voit donc en termes de prévision, on est à moins de 8 milliards pour 2020. Et donc, ce qui est une proportion vraiment négligeable lorsque vous comparez en fait aux 4 000 milliards de primes totales en non-vie en 2018. D'accord, donc c'est quand même un indicateur important. On voit qu'il y a une forte augmentation, donc depuis entre 2012, 2018 et en prévisionnel en 2020. Que ce soit côté JP Morgan ou OCDE, on voit en particulier qu'en 2026, il y aurait 20 milliards de prévus. Et ce qui est intéressant également, je pense, c'est la répartition inégale des primes. Donc on voit au centre
Bon, c'est en 2016, mais quand bien même, donc on voit que la part du lion est aux États-Unis, en fait, avec 3 milliards, alors qu'il y en a 10 fois moins en Europe et encore moins en Asie si on regarde le total de 3,5 milliards. Et alors que donc, alors qu'en fait, on sait que c'est dans ce continent, en Asie, que se développe le plus et le plus rapidement l'utilisation de l'informatique. Donc voilà pour ces constats entre concentration US et ce fort développement. C'est aussi, on va voir en fait, les caractéristiques du risque cyber peuvent expliquer ce développement ralenti au niveau des assurances proposées pour le cyber. Et bien évidemment, on est toujours dans ce cas de figure où l'on souhaite transformer l'incertitude, la mesurer pour la gérer, et transformer ça en risque. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on doit modéliser, en fait, comprendre et modéliser ce risque. Et donc, même si je quote ce que disait Warren Buffett en avril 2018, et donc même si on voit que le développement est essentiellement aux États-Unis, lui-même disait qu'en fait, on ne sait toujours pas trop ce qu'on fait quand on écrit des assurances cyber. Donc, on a aussi observé peu d'appétence de la part des assurances à couvrir un tel risque, comme je vous l'indiquais, avec ce faible taux de prime qui c'est sans doute dû à cette méconnaissance du risque cyber. On a, en tout cas, on est d'accord sur 3 caractéristiques pour le risque cyber, à savoir un environnement changeant et très rapidement, des risques extrêmes. Donc, on peut déjà mesurer, avoir une idée sur des bases de données existantes, des distributions de queues très lourdes pour la sévérité, et un risque systémique, donc du fait de systèmes fortement interconnectés, et aussi, bien sûr, de logiciels largement répandus. Donc, c'est quoi? C'est très lié, risque systémique et risque extrême, parce que donc on a une forte dépendance qui se retrouve dans les situations extrêmes. Alors, pour illustrer un petit peu ce monde très connecté, je fais référence à une étude de la Geneva Association qui a mené des entretiens auprès des assureurs et qui montre que, en fait, de plus en plus de compagnies utilisent les services cloud. En particulier, donc, le premier service, c'est le Amazon Web Services, qui est l'un des plus grands fournisseurs de ce cloud, donc avec, disons, déjà en train d'être utilisé à plus de quasi 60% et en passe de l'être à plus de 80%. Donc, on peut bien imaginer que dans l'hypothèse d'une attaque contre Amazon, les nombreuses entreprises utilisant ce service seraient bien sûr affectées avec plus d'accès à leurs données. Alors, là, c'est un petit peu provocateur d'utiliser ce titre en parlant de manque et abondance de données cyber, parce qu'on entend toujours, en particulier parmi les académiques, que le problème, c'est ce manque de données. Mais j'imagine qu'au niveau des professionnels, c'est également le cas. Donc, bien évidemment, le but, ce serait d'avoir une base de données centralisée, assurantielle. Et bon, en attendant de pouvoir la constituer, mais c'est vraiment important, je pense, de constituer ça, on peut quand même avoir accès à d'autres sources. Et notamment, je donne l'exemple ici à travers l'exemple de AIG qui en fait a utilisé la presse pour tirer des informations sur les différentes cyberattaques. Et donc, du fait du trafic sur Internet produit en quantité gigantesque, qui produit des quantités gigantesques de données, bien sûr, on pourrait faire preuve un peu de créativité pour pouvoir récupérer et se constituer en fait certaines bases de données. Donc ici, on voit en fait rapidement les compagnies qui ont été cibles, les différents secteurs, les années, et regarder le côté systémique du risque, une certaine description et les dommages. Les coûts économiques et au niveau assurantiel, on a un petit peu moins
un petit peu moins d'informations à cet égard. De notre côté, donc, comme je disais, plusieurs sources de données possibles. On a, par exemple, on travaille aussi avec la Gendarmerie nationale qui, en France, a créé une base de données depuis 2014. Et c'est parmi les pionniers à avoir fait ça. Donc, on espère pouvoir petit à petit consolider la base et la rendre publique un jour. Donc, ça, ce serait très bien. On est également en contact, par exemple, avec des experts en cybersécurité qui ont trouvé une solution innovante pour récupérer les adresses des crypto-monnaies utilisées pour le paiement des rançons. Donc, ils ont ainsi pu traquer un grand nombre d'activités d'attaque aux rançongiciels et ils ont constitué une base de données avec plus de 4 millions de données, dont des montants des rançongiciels. Donc, ce sont des exemples que je cite comme ça. Il y a bien d'autres exemples, mais comme quoi on peut quand même avoir de la donnée, même si c'est pas si simple. Donc, en termes couverture, on peut classer les couvertures assurantielles pour le cyber essentiellement en deux types. Les couvertures dédiées pour des dommages aux biens ou pour la responsabilité bien sûr des dommages dus au risque cyber, et les couvertures, pour le vocabulaire, j'ai utilisé silencieuses, comme le risque silencieux, qui sont incluses dans d'autres couvertures comme responsabilité civile du top management, les assurances dommages aux biens, l'interruption d'activité, etc. Donc, ce type de couverture est de plus en plus exclu de ces contrats au profit de couvertures dédiées spécifiquement au risque cyber. Et je pense que c'est quelque chose qu'on discutera également pendant cette table ronde. Donc, je rappelle, mais je pense que tout le monde est bien au fait des différents contrats d'assurance cyber qui couvrent généralement tout ce qui est interruption d'activité, rançongiciel, tout ce qui est dommage à la réputation, etc. Donc, on arrive au cœur du sujet, à savoir notre table ronde. Et donc, en préparation de cette table ronde… Marie, oui. Au lieu d'aller tout de suite aux questions que tu avais préparées, on a quelques questions en ligne que les gens demandent un peu plus de précision sur c'est quoi le cyber. Fait que reste sur cette slide-là de c'est quoi que les contrats couvrent, puis on peut peut-être donner quelques exemples de choses qui sont couvertes. Donc, quand on parle de cyber-risque, par opposition à cybersécurité, évidemment, la sécurité, c'est qu'on essaie de se protéger contre les cyberattaques. Donc, c'est le risque d'attaque cyber. Donc, toute fraude informatique ou toute tentative de rentrer dans les systèmes informatiques d'une compagnie pour voler des données, pour encrypter des données, parce que le principe de ransomware, c'est beaucoup qu'un pirate entre dans un système informatique, encrypte toutes les données qui sont là et dit à la compagnie, si vous voulez revoir vos données, vous devez nous payer une rançon, puis on va vous donner l'algorithme pour décrypter vos bases de données. Donc, c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Les gens posaient la question, puis on a vu dans les slides de Marie qu'aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup plus de primes présentement. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'attaques de cybercriminels aux États-Unis? Pas nécessairement. Les États-Unis sont un pays qui est extrêmement, comment je dirais, à cheval sur toutes les possibilités de poursuite légale. Dès que quelqu'un se brise un ongle, ils ont le droit de poursuivre on va trouver un coupable, puis on a le droit de poursuivre pour dommages et intérêts. Donc, aux États-Unis, les lois sont très sévères en termes de si une compagnie perd les données de ses clients. Donc, si, par exemple, votre banque se fait hacker par des pirates, puis les pirates ont eu accès à de l'information personnelle, ou un hôpital qui perd des informations personnelles de sa clientèle sur les dossiers médicaux ou ces choses-là, la loi est extrêmement sévère que la compagnie a immédiatement l'obligation d'aviser tous les clients pour que ces clients-là puissent prendre des mesures nécessaires, peut-être de changer leur mot de passe de compte de banque ou des choses comme ça. Donc, c'est probablement le premier pays qui a décidé de mettre en place des obligations en termes de bris de confidentialité auprès des compagnies. Donc, les compagnies qui étaient victimes d'une attaque
de se faire voler des données, avaient des coûts énormes d'envoyer des emails pour expliquer tout ça à leurs clients, pour dire voici votre information personnelle a été perdue. Donc, Target aux États-Unis, qui est une grosse chaîne de magasins de détail, vend aussi en ligne et avait des informations sur beaucoup de clients. Donc, une grosse partie du sinistre de Target, ça a été d'envoyer les 70 millions de emails à leurs clients pour leur expliquer qu'est-ce qui s'était produit avec l'information qui avait été perdue et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup de frais de remédiation. Donc ici, dans ce cas-ci, on ne sait pas exactement qu'est-ce que les criminels ont fait avec l'information, mais Target a dû payer une fortune pour envoyer des avis à toute sa clientèle pour dire ce qui s'était passé. Ça, c'est une obligation légale aux États-Unis, donc les compagnies ont beaucoup peur de ça, et c'est comme ça que ça a commencé. Au début, c'était essentiellement des vols de données. Les criminels essayaient de s'approprier des données pour pouvoir les revendre à quelqu'un d'autre ou d'autres choses comme ça. Donc, c'était vraiment l'attaque des données qui était très populaire au début. Puis maintenant, on voit plus les demandes de rançon, donc l'encryptage des données, puis on demande à la compagnie de nous payer de payer une rançon pour pouvoir récupérer ces données ou décrypter ces données. Un exemple de ça, c'est arrivé, ça a été un peu spectaculaire aux États-Unis, puis c'est une nature un peu différente. Dans ce cas-ci, on ne parlait pas d'un vol d'informations pour pouvoir la revendre. Il y a une compagnie qui possède un pipeline qui dessert toute la côte est des États-Unis, qui a été attaquée, puis ils se sont fait encrypter des données. Ça a beaucoup affecté les opérations de la compagnie parce que la compagnie ne pouvait plus charger aux différents clients du pipeline. Donc, ils ont été obligés de fermer le pipeline pendant une semaine, le temps de régler leurs problèmes de données, puis pour essayer de limiter que les pirates continuent à avoir la fuite. Donc, le temps de faire le ménage dans leur sécurité informatique et de récupérer les données qu'ils sont allés chercher par le backup, parce que même s'ils ont payé la rançon, l'algorithme de décryptage était trop lent, ça prenait trop de temps, ça a été plus rapide d'aller chercher le backup, mais ça a fermé un pipeline complet pendant une semaine. Donc, évidemment, ça a entraîné des coûts énormes pour l'entreprise. C'est Colonial Pipeline. Si vous voulez les voir sur Wikipédia, il y a une page qui explique le cas. Donc, on voit toutes sortes de nouvelles cibles qu'on ne voyait pas avant. Donc, quand on dit que les coûts augmentent puis tout ça, c'est surtout que les cibles sont plus grosses qu'avant et maintenant, c'est des demandes de rançon qui est un phénomène qu'on voyait peu avant. Donc, les attaques se sont complètement changées entre des vols de données versus des demandes de rançon, pas nécessairement pour utiliser les données, mais vraiment pour juste, dans le fond, détruire les données puis demander une rançon en échange de les redonner. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu plus. Je veux clarifier aussi que nous parlons seulement aujourd'hui de cyberassurance pour les entreprises. Peut-être un jour, il y aura un produit pour les individus, mais ça, ce n'est pas courant aujourd'hui. C'est vraiment un produit pour les entreprises. Dans les couvertures qui sont silencieuses, dont Marie parlait aussi, on les appelle silencieuses parce que souvent on oubliait de les faire parce que là, dans les produits d'assurance, ce qui est commun à couvrir, là, dans ce que Marie liste dans le bas, c'est ce qu'on appelle tous les bris de confidentialité. Donc, quand il y a perte de données ou ces choses-là, où on couvre les données puis on couvre les obligations de l'assuré face à ses clients, d'aviser les clients. C'est beaucoup ça qui est là. Par contre, si les clients subissent des préjudices à cause de la fuite ou de peu importe qu'est-ce qui se passe exactement, ce serait de l'assurance responsabilité civile ou même de l'assurance responsabilité civile des hauts dirigeants comme le DNO. Ça, présentement, c'était plus ou moins clair. Est-ce que c'était couvert ou pas dans ces contrats-là? De plus en plus, les compagnies essayent de les exclure, ces couvertures-là, des couvertures de responsabilité civile. Et puis, même chose avec les dommages aux biens. On pourrait penser, par exemple, que maintenant, comme tout est informatisé, des pirates pourraient décider de rentrer dans un système et faire briser de la machinerie, déclencher des gicleurs incendies dans un édifice et causer énormément de dommages par l'eau. Il pourrait y avoir des surchauffes de systèmes de chauffage ou des choses comme ça qui détruiraient des équipements. Donc, l'assurance directe aux biens
qui ne sont pas des biens informatiques du tout, qui ne sont pas des biens de données. Ça aussi, ce n'est pas clair, ce genre de choses-là. Est-ce que ça serait couvert? Dans les autres couvertures qui ne sont pas claires, c'est nos exclusions de terrorisme. À partir de quand, si quelqu'un décide de déclencher des gicleurs dans un édifice à bureau, est-ce que c'est du terrorisme ou pas? Ça dépend qui l'a fait. Est-ce que l'exclusion générale d'attaques terroristes protégerait quand même l'assureur contre ça? C'est pas très clair. Donc, justement, on en parlera peut-être un petit peu ah oui, OK. après les questions. OK. Mais c'est bien que vous ayez rebondi parce que sur les slides, je ne voyais pas le chat et je vois que c'est bien. Tout le monde participe grandement au niveau de la table ronde. Je voyais aussi, bon, peut-être qu'on pourra faire, quand vous parlerez, je regarderai un petit peu au niveau du chat. Pour revenir juste à la petite question de l'assurance pour les compagnies, l'industrie, donc bien évidemment en particulier pour tout ce qui est PME, c'est un sujet sensible puisqu'en fait, ce sont souvent les premières cibles par rapport ils ont en tout cas moins de moyens peut-être de se défendre ou ils sont moins sensibilisés au départ. Je ne sais pas, on en discutera. Marc Dufay, parmi les conférenciers, disait qu'en Suisse, notamment, le développement de produits destinés aux particuliers se sont largement répandus depuis quelques années. Et quelqu'un d'autre rebondissait en disant, par exemple, pour tout ce qui est véhicule tout ce qui est usurpation d'identité, également, donc Marc Dufay qui répond, et également pour les véhicules autonomes avec risque de dommages importants aux tiers comme aux véhicules. Donc, effectivement, il y a, bon, on continuera à discuter en prenant en compte, bien sûr, toutes vos remarques sur le chat. Mais merci, Jean-Denis, d'avoir remarqué qu'il y avait bien des questions et d'avoir complété ce que je disais. J'espère que je ne suis pas allée trop vite, mais c'était vraiment plus pour vous donner un petit contexte et je ne voulais pas prendre trop de temps par rapport à la table ronde. Marie, c'est plus facile quand c'est pas moi qui parle de lire les Oui, commentaires pendant que tu parles. Tout à fait, donc je vais faire de même quand vous discuterez. Et ce que je voulais dire, donc c'était un peu cette introduction et je vais énumérer peut-être la sélection de questions que l'on a faites. Et puis ensuite, on les traitera bien sûr l'une après l'autre, mais comme ça donne un petit peu l'idée sur quoi on va discuter aujourd'hui. Donc, entre autres, alors, sauf que j'ai le chat qui est ouvert que je n'arrive plus à enlever, qui me gêne. Voilà, c'est fait. Donc, quels défis me risquent cachés dans d'autres contrats? Les risques cyber doivent-ils être des couvertures à part entière ou des couvertures silencieuses, comme on vient d'en parler? Quelle est la quantité? Est-ce qu'on a une idée de la quantité de cyber-risques silencieux existants dans d'autres produits d'assurance non cybernétique? Qu'est-ce qu'on devrait faire à ce sujet? Est-ce qu'on peut se poser la question de si c'est viable à long terme d'exclure certains risques cyber des couvertures classiques? Est-ce que, donc, dans un deuxième temps, l'offre de couverture d'assurance correspond-elle à la demande? Est-ce qu'il y a des spécificités selon les pays, selon la taille de l'entreprise? Ensuite, ce lien cybersécurité versus cybercouverture. Donc, est-ce que les assurances devraient travailler, par exemple, avec des compagnies de cybersécurité comme ça peut être le cas si on a des alarmes, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'on peut transcrire sur le type de cyber, l'existant dans le non-cyber? Où trouve-t-on les données? J'en ai un petit peu parlé, mais on peut bien sûr revenir là-dessus. Et également, comment donc comprendre ce risque cyber, comment l'expliquer, comment le modéliser en vue de la tarification assurantielle, comment prendre en compte, estimer, évaluer la probabilité d'événements cybercatastrophiques, en particulier pour la réassurance. Donc, ce sont un peu toutes les questions qu'on se propose de discuter avec nos convives et puis bien évidemment avec les participants. Donc je vais essayer d'être attentive au chat en même temps que l'on discute ensemble. Alors, donc on va peut-être démarrer, c'est ce sur quoi je vous avais arrêté, Jean-Denis, sur les couvertures à part entière, couvertures silencieuses. Donc, est-ce que qui démarre, qui prend la parole?
si je peux intervenir, Marie, en fait, on peut trouver tout type de couverture, en fait, hein. On peut bien évidemment trouver des couvertures en package, comme on disait tout à l'heure, en fait, avec des couvertures uniquement cyber sur les frais de remise en marche, les frais de gestion de crise, la perte d'exploitation, ou même en cas de réclamation, l'engagement de la responsabilité civile. Mais on peut trouver aussi notamment des garanties annexes en fait à des produits incendies ou des produits RC, des produits de responsabilité du dirigeant, des fois aussi ce qu'on appelle des taux risques ordinateurs. En tout cas, c'est un type de contrat qu'on peut trouver ici en Tunisie. Et après, ça dépend en fait souvent de la taille de l'entreprise et de ses besoins. J'ai vu l'une des questions sur les PME, justement, c'est un vrai sujet parce que euh, comme le risque cyber est un risque qui est nouveau, qui est intangible, qui est sans frontières. C'est très difficile, en fait, à ce stade, en tout cas pour un certain nombre de compagnies, de bien quantifier et de bien tarifer le risque, ce qui fait qu'on demande beaucoup d'informations aux entreprises clientes et notamment les PME, et on demande un minimum, en fait, de cybersécurité, un minimum de couverture. Est-ce qu'il y a un plan de sauvetage? Est-ce que voilà, il y a quelqu'un qui est responsable de la protection des données personnelles? Souvent, on met tout un questionnaire, on demande un certain nombre d'exigences à ces entreprises. Et les PME, PMI, généralement, elles n'ont pas forcément les moyens justement pour avoir ce minimum de cybersécurité, d'où la difficulté. Et donc, des fois, on peut leur proposer des petites couvertures annexées à d'autres produits. Euh, Concernant les cyber risques silencieux, en fait, quand on parle de cyber risques silencieux, c'est un vrai sujet parce que on peut avoir des fois, dans les conditions générales, des clauses qui ne sont pas suffisamment claires sur les exclusions, ce qui fait que un client qui va jusqu'au bout d'une démarche juridique peut finalement dire non, non, mais je suis couvert, j'ai eu une perte d'exploitation en fait liée à un tel événement, et finalement je dois être couvert contre ce risque-là. C'est pour ça que les compagnies d'assurance maintenant mettent de plus en plus au clair leurs conditions générales sur le sujet. Nous, on a fait l'expérience dans mon entreprise finalement d'envoyer des courriers à nos clients. On a pris des échantillons en disant, écoutez, vos conditions générales aujourd'hui ne couvrent pas les risques cyber. Attention, en fait, hein, si vous voulez être bien couvert, on a un produit pour vous qui vous permet de vous couvrir contre les risques cyber. Donc, c'est très délicat, mais les compagnies doivent être très attentives à ce qu'elles couvrent et à ce qu'elles ne couvrent pas, et avoir des conditions générales qui soient claires sur le sujet. Ça, moi, j'aimerais ajouter, parce que je vois qu'il y a des gens aussi qui parlent dans les questions là, des réassureurs qui ont exigé qu'on ait des exclusions cyber il y a quelques années. Merci Mohamed, et bonjour Mohamed en passant. Ces exclusions-là, si ont été écrites il y a 5 ans, sont probablement désuètes aujourd'hui. Quand Hassan dit qu'il faut faire très attention à ce qu'on écrit dans les contrats, la cybercriminalité a évolué beaucoup, le vocabulaire pour en parler a évolué beaucoup aussi. Donc, nos exclusions sont souvent un peu trop générales et vagues. Dès qu'on relit le texte, on dit, ouais, dans le monde d'aujourd'hui, il y a peut-être plus de choses qui passeraient entre les mailles du filet de notre exclusion qu'on voudrait bien. Donc, c'est quelque chose qui doit être mis à jour très souvent, les exclusions de cyber-risques, si on veut les exclure.
parce que ça change beaucoup. Mais le fait qu'il en restait sur plein d'autres couvertures, parce que sur les couvertures principales, c'était relativement facile d'exclure certains périls cyber, mais on se rend compte qu'il y en a sur beaucoup, beaucoup de formulaires. Puis ces exclusions-là ne sont pas toujours super claires non plus. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour clarifier ça partout chez les assureurs. Même si les réassureurs ont exigé des choses, on n'est pas encore très mature en termes de qualité des mots à mots de nos polices d'assurance pour être sûr que tout ça est clair. Puis vous savez très bien comment ça fonctionne devant les tribunaux. C'est si ce n'est pas parfaitement clair, c'est interprété contre les assureurs. Donc, on a tout intérêt à faire nos devoirs. Ok. Il était noté également par certains que les critères d'éligibilité à la couverture d'assurance réduisent souvent la capacité des PME à souscrire des contrats, l'assurance ne pouvant se substituer aux carences de protection. Donc en fait, je pense que c'est là où on articule pas mal ce que tu disais, Jean-Denis, à savoir effectivement être plus précis, s'adapter mais également, je pense que c'est un réel souci. Par exemple, pour la gendarmerie nationale en France, ils ont vraiment une de leurs missions, c'est vraiment pourquoi ils sont attachés à travailler sur ces risques cyber. C'est aussi en vue des PME qui sont l'une des cibles les plus fragiles par rapport aux grandes entreprises. Donc c'est quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on ajoute, parce que je vois des questions dans le chat, c'est parce que là, on parle beaucoup d'exclusion, puis de dire qu'il faut que nos exclusions soient précises, puis tout ça. On ne veut pas que les couvertures d'assurance couvrent le cyber-risque de façon inconnue. Donc, c'est ce qu'on appelle les couvertures silencieuses. Donc, les assureurs préfèrent beaucoup l'exclure des contrats de base, puis ensuite fabriquer une couverture spécifique pour ça, ou est-ce qu'on fait de façon affirmative, voici ce qu'on veut couvrir et voici ce que vous payez pour cette portion-là de la couverture. Donc, le client peut décider d'acheter la couverture en sachant exactement quoi, mais en le mettant plutôt affirmatif de dire, voici ce qu'on couvre en cas de sinistre ou en cas de réclamation ou en cas d'attaque. Là, à ce moment-là, on sait ce qu'on couvre comme assureur. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement de s'en sortir complètement, c'est d'essayer de l'identifier, de le séparer du reste pour être sûr qu'on dit, OK, on l'exclut partout dans nos contrats, mais voici, on vous offre une couverture spécifique pour ça. De la même façon que les assurances inondation, l'inondation, on essaye de l'exclure le plus possible de nos couvertures de base, mais il existe des couvertures d'inondation que les gens peuvent acheter. Même chose avec le tremblement de terre. Même si ça cause un incendie ou des choses comme ça, on essaye de l'isoler puis de l'envoyer dans une couverture spécifique tremblement de terre pour que la couverture soit claire à ce moment-là. Donc, les assureurs n'essayent pas de se défiler complètement puis de se sortir de ce marché-là. Il y a un marché, il y a un besoin. Donc, mais on essaye de le mettre le plus spécifique possible avec une couverture puis un wording affirmatif plutôt qu'un wording passif qui oublierait de bien préciser c'est quoi qui est couvert. Une question de Omar. Puisque le risque cyber devient un risque principal, n'est-il pas décalé de l'exclure principalement et de l'inclure par extension exceptionnelle? En fait, c'est juste une façon de clarifier le contrat. Parce que de la même façon qu'en assurance des entreprises, on sépare complètement les couvertures de biens des couvertures de responsabilité pour en faire presque deux polices séparées. Même certains clients l'achètent séparément. Identifier comme il faut les choses puis bien séparer les morceaux, ça aide à la clarté pour tous les gens. Les clients savent plus ce qu'ils achètent aussi si on en fait une couverture spécifique, plutôt que d'essayer de leur dire vous êtes couverts pour tout, mais c'est jamais vrai, ils ne sont jamais couverts pour tout. Donc, moi, je pense que clarifier les choses, ça passe souvent beaucoup par l'exclure des choses de base puis en faire une couverture spécifique. C'est logique pour tout le monde et c'est plus facile à comprendre pour tout le monde une fois que c'est fait comme ça. Certains proposaient de l'offrir en supplément des clauses traditionnelles. Donc, ce qui signifie, si on est à même de bien évaluer, on peut donner, comme ça se fait souvent pour des assurances, de faire différentes additions pour être sûr d'être protégé pour différents sinistres. Donc, une autre
Donc, ces contrats cyber-risques sont-ils reliés à des obligations des clients à mettre en place des cadres de gestion de la sécurité de l'information tels que ISO 27001, etc. Je peux commencer peut-être avec celle-là aussi. C'est difficile de mettre en place des critères et des exigences parce qu'on n'aura pas les moyens de toute façon d'aller voir s'ils l'ont vraiment fait. Fait que oui, c'est sûr que les compagnies qui mettent en place des systèmes de sécurité ou qui se conforment à certaines normes qui peuvent varier d'un pays à l'autre, c'est sûr qu'ils ont des chances de payer moins cher d'assurance. On pourra parler un peu plus de la modélisation du tarif. Étant donné que c'est un phénomène qui change tellement vite, on n'est pas en mesure de vraiment savoir est-ce que ces choses-là sont vraiment efficaces et est-ce que combien ça vaut en termes de rabais sur le tarif. C'est extrêmement difficile à déterminer. Donc, oui, on a tout intérêt à ce que tout le monde se protège plus, mais quelqu'un disait aussi plus tôt, parce qu'on parlait les PME semblent plus à risque que les autres. C'est vrai que les PME investissent moins dans leur système de cybersécurité. Par contre, les PME sont souvent moins des cibles intéressantes parce que c'est généralement pas elles qui peuvent payer les plus grosses rançons ou qui ont le plus de données à protéger. Donc, pour les criminels, ce n'est pas nécessairement les cibles les plus intéressantes. Mais la plupart des grosses compagnies font affaire avec des PME aussi. Au Canada, on a vu des assureurs qui se sont fait pirater leur système informatique et les pirates étaient rentrés au départ dans les systèmes des courtiers qui, eux, sont reliés au système de la compagnie d'assurance. Donc, le courtier qui est une petite entreprise indépendante, une PME, lui n'avait pas nécessairement autant investi dans sa cybersécurité et ça a été la porte d'entrée vers le système de la grosse compagnie d'assurance. Donc, il y a des faiblesses et des petites portes secondaires parce qu'une entreprise, même si c'est une grosse entreprise, fait affaire et est branchée avec d'autres petites entreprises qui sont toutes des talons d'Achille dans son système de cybersécurité. Donc, même si une compagnie essaie de suivre les meilleures pratiques, ça se pourrait que cette compagnie-là soit quand même victime. Mm-hmm. Et donc, oui, Hassen ou Joe, en fait, d'autres questions. Est-ce que ce serait dangereux de vendre un contrat d'assurance sans savoir bien tarifer? Donc, je pense que c'est en référence à ce qu'on voyait au niveau des États-Unis et de la remarque de Warren Buffett qui disait qu'effectivement, c'est souvent le cas. Alors, je ne sais pas quel est votre avis, par exemple, Joe? On a essayé de tarifier le produit de cyberassurance, mais il y a un vrai risque là et la seule façon qu'on a jusqu'à maintenant de vraiment gérer cette risque, c'est juste être conservative quand on estime les risques et tout le reste dans le portefeuille et acheter de réassurance. Mais il n'y a pas une bonne réponse de ça. Okay. À juste titre, en fait, je pense l'un des participants dit cette remarque est valable en fait pour l'ensemble des produits d'assurance. Effectivement, on a besoin de modèles suffisamment corrects. Bon, un modèle est toujours simplificateur, mais que ce soit pas trop réducteur afin de bien tarifer. Si on repense un petit peu à ce qui s'est passé au niveau des catastrophes naturelles, il a fallu quand même un certain nombre d'années pour pouvoir bien couvrir les catastrophes naturelles au niveau risque. Donc, on peut se dire qu'il n'y a pas de raison pour le risque cyber, que petit à petit, on arrivera à bien comprendre et proposer aussi des modèles qui prennent en compte ces différentes caractéristiques. Donc, à cet égard, même si le risque cyber est nouveau, on a vu cet environnement changeant, mais ça c'est vrai pour, si on reprend de façon historique, ça a toujours été vrai, donc ça s'accélère peut-être un peu, mais on a le changement climatique et les catastrophes naturelles, il faut qu'on continue aussi à les assurer. Donc je pense que c'est des choses, des caractéristiques à prendre en compte pour trouver. Il y a des modèles qui ont été développés, par exemple, sur
tout ce qui est réseau, en utilisant des réseaux derrière. Bon, ce sont des caractéristiques à prendre en compte, mais à cet égard, je suis assez optimiste au sens où bon, on réussira bien également à trouver des modèles qui ne sont pas trop mauvais pour tarifer en fait ces différents risques. Aujourd'hui, l'une des difficultés, c'est que les entreprises qui veulent se couvrir contre le risque cyber sont les plus vulnérables. Et du coup, on a moins en fait l'effet de la mutualisation dont parlait Omar dans sa question, dans son message, ce qui rend finalement l'exercice de tarification plus difficile. Et on peut, pour un risque récent comme celui-là, se tromper royalement au début et générer des pertes sur ce type de contrat. Mais si on compare, par exemple, au risque catastrophe naturelle, ce sont des risques, même s'ils étaient moins couverts il y a quelques années, notamment dans certains pays, bah, au moins il y a des statistiques claires sur ce qui se passe, les effets, etc. Et ce sont aussi des phénomènes avec une fréquence, certes, qui a augmenté par rapport à il y a quelques années. Le risque centenaire d'il y a quelques années est devenu un risque qui arrive tous les 10 ans pour les catastrophes naturelles. Mais le problème des risques cyber, c'est que tous les jours, il y a plein d'entreprises qui sont attaquées, en fait. Hein. Donc, d'où la difficulté, en fait, à bien maîtriser ce risque-là. Bon, ça nous donne également plus de données. Donc, pour étudier, c'est quelque chose qui permet on live d'avoir Non, non, mais il y a pas de tentative de catastrophe naturelle par la nature. Par contre, en risque cyber, il y a des tentatives d'attaque des entreprises tous les jours sans avoir des données forcément derrière. Mais bon, ça, oui, ça, c'est un phénomène qui devient de plus en plus fréquent. Le risque devient de plus en plus fréquent. Mais on a très peu de données et justement, on doit travailler pour collecter toutes ces données-là. Une autre difficulté, c'est tout peut changer juste dans une instance quand il y a quelqu'un découvert un nouveau mode d'attaque ou une nouvelle technologie. Tout peut changer. C'est un peu qu'est-ce qu'il a passé avec l'extorsion cyber. Ce n'était pas un type d'attaque comme dans 2015, pas vraiment. Et avec l'incident de WannaCry et d'autres comme ça, c'est un type d'attaque maintenant qui est très, très commune. Toutes nos données dans le passé ne sont pas vraiment utiles au présent. Et ça peut changer encore très facilement. Oui, d'un autre côté, on s'intéresse essentiellement aux conséquences. Donc, par exemple, tremblement de terre, on ne sait pas, en gros, on ne connaît pas forcément les causes et on a réussi quand même à couvrir les conséquences, les dommages faits suite à des tremblements de terre, par exemple. Donc, certes, on est encore loin d'avoir une idée de ce qui se passe, mais je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui peut se faire. On a quand même La science, c'est quoi? C'est chercher des constantes. Donc, quels que soient les phénomènes, hein, même si ça change, une approche scientifique, ça veut dire chercher des constantes d'un phénomène. Et ça, c'est vrai si on revient loin dans le temps, c'est toujours ce qui a été fait et en termes de modélisation. Donc ça évolue, on a des techniques peut-être plus sophistiquées parce qu'on doit s'adapter à un environnement plus sophistiqué également. Mais je
pense que c'est le propre de l'incertitude et de passer de l'incertitude au risque. Donc, à cet égard, par exemple, quelqu'un demandait au niveau de la tarification, on sait qu'il s'agit de risques extrêmes. Si on prend l'exemple des catastrophes naturelles, les réassureurs ont été capables quand il y a eu les ouragans, inondations, Katrina, Rita, Wilma, ils ont été capables de payer un tiers de leur prime totale de toute l'assurance, de toutes les primes sur les dommages aux biens. Ils ont été capables en fait de couvrir, et il y a eu une seule banqueroute sur 120 compagnies. Si on regarde la crise financière, ils n'avaient pas forcément des modèles de gestion très sophistiqués. Les montants étaient de valeur, disons, avant, pour les subprimes, c'était une valeur de 700 milliards avant la crise, pour une valeur totale du parc immobilier américain de 12 000 milliards, pardon, avant la crise. Et pourtant, la crise a mis le monde à genoux. Alors que les réassureurs n'ont pas eu ce souci pour les catastrophes naturelles. Parce qu'ils avaient des outils, ils ont toujours utilisé. Bon, alors je prends l'exemple des théories des valeurs extrêmes. De nos jours, il y a aussi tout ce qui est réseau, tout ce qui est modèle très dynamique. Et ça va entrer en ligne de compte. Et c'est pourquoi, bon, c'est un fait que pour le moment, on en est encore à trouver des bons modèles, mais je dirais qu'il faut faire confiance à la science et son évolution aussi. Bon, ça c'est... mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de questions et plein de choses à regarder et se poser des questions quant à qu'est-ce qu'il faut couvrir, ne pas couvrir, etc. Donc ça, c'était plus la partie de celle qui modélise et qui est très confiante en la science. Voilà, je vais le décrire comme ça. Une des choses qu'il faut qu'on note quand même, puis on n'en a pas parlé beaucoup, c'est que la plupart de ces risques-là, quand on les fait dans une couverture affirmative, on les réassure ensuite. La plupart des assureurs de premier niveau réassurent la grande majeure partie de leurs risques cyber auprès des réassureurs, souvent par de la réassurance proportionnelle. Donc, c'est vraiment d'aller mettre ça ensemble avec les réassureurs. Puis, dans le fond, c'est le réassureur qui a plus le risque que l'assureur comme tel. Sauf s'il arrivait des choses qui allaient vraiment au-delà des limites. Mais en étant en réassurance proportionnelle, ça cède vraiment beaucoup, là. Donc, il n'y a pas vraiment de limite à la cession aux réassureurs. Donc, pour l'instant, les assureurs se protègent comme ça. Donc, notre incapacité à bien modéliser individuellement, on l'envoie un peu dans la cour du réassureur pour que ce soit son problème. Puis ça permet aux réassureurs d'avoir plus de données mondiales aussi. C'est un phénomène mondial. Il y a quelqu'un qui le mentionnait à juste titre dans le chat. Le pirate peut être n'importe où et pirater dans n'importe quel autre pays, là. Donc, ce n'est pas nécessairement à savoir là où sont les criminels qui ont plus de risques d'être victimes. Ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça. Et même, il peut y avoir plein de choses qui soient même des attaques internationales, peut-être même parrainées par des pays. Ça semble être des théories conspirationnistes, là, mais ce n'est pas impossible que la Russie ou la Corée du Nord subventionnent des pirates informatiques pour essayer de faire des attaques dans d'autres pays qui leur sont moins favorables. Ce ne serait pas si surprenant. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de ce côté-là. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui parlaient de dire que bon, la collaboration avec les entreprises de cybersécurité, évidemment, quand on essaie de tarifer ces produits-là, comme on est assez limité d'un point de vue actuariel en termes de modèles de données, même si c'est ce qu'on essaie de développer, puis Joe est plus proche du côté modélisation que moi, puis Marie aussi. Mais ce qu'on essaye de faire entre-temps, c'est d'essayer de comprendre le phénomène le plus possible. On a dans nos compagnies d'assurance des experts de cybersécurité. Les compagnies d'assurance subissent des attaques à tous les jours qu'on réussit à bloquer et à repousser. Donc, on en sait beaucoup là-dedans.
Mais il y a d'autres experts aussi, des firmes externes pour aider, ou je pense qu'il y a Mohamed encore qui mentionnait dans le chat que en cas d'attaque, si un de nos clients est victime d'une attaque, il n'y a pas juste besoin qu'on le rembourse, il y a besoin qu'on l'aide à savoir quoi faire avec ça. Ça va nous aider, nous, à ce que le sinistre ne prenne pas plus d'ampleur que ce qu'il y a déjà, mais aussi ça va aider le client. Les clients qui se font attaquer, la première chose, c'est qu'ils n'ont aucune idée quoi faire avec ça. Donc, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à remédier à la situation, à nettoyer les serveurs, s'assurer de bloquer les fuites ou toutes ces choses-là pour rétablir la situation le plus vite possible. Ils ont besoin d'assistance. Ce n'est pas comme si le propriétaire d'un salon de coiffure sait quoi faire s'il a perdu les données des cartes de crédit de ses clients dans son système de réservation. Il a besoin d'aide. Donc, oui, il faut les assister énormément. Donc, le sinistre ne consiste pas seulement à payer une indemnité, il faut les accompagner là-dedans. C'est très, très important dans le produit. Il y a des coûts, mais cette assistance-là est souvent plus importante pour le client que la perte financière en bout de ligne. Mhm. Et à ce sujet, avec tout ce qui est cybersécurité, Armel demandait, arrive-t-il que les assureurs impliquent des spécialistes de la sécurité dans la modélisation, voire la tarification de leurs produits de couverture au risque cyber? Alors, est-ce qu'il y a des expériences dans vos compagnies où il y a ou peut-être parmi les participants? À mon côté, on travaille avec les experts en cybersécurité à les universités et juste fait de recherche sur les nouvelles façons d'estimer le risque et les nouvelles façons de trouver l'information sur nos clients et offre des services pour nos clients, pour qu'ils sont plus protégés par les incidents. Et ça, c'est la première façon pour comme générer l'expertise en cybersécurité pour nous, c'est de travailler avec les professeurs aux universités. Et une question peut-être pour Hassen. Sur le continent africain, quelle est l'ampleur de ce risque chez les assureurs en zone francophone, par exemple? Oui, tout à fait. J'allais réagir par rapport à cette question. Effectivement, c'est un risque vraiment tout nouveau en Afrique, mais qui a beaucoup augmenté ces 2 dernières années, notamment avec la crise du Covid et la nécessité de certaines entreprises d'ouvrir un peu leurs outils, notamment en faisant du télétravail, etc. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'attaques. Ce risque-là, par exemple, en Tunisie, on n'entendait pas vraiment parler il y a 2 ans. Mais il y a quelques mois, la première banque du pays a été attaquée avec des services à leur clientèle qui ont été interrompus pendant quelques jours, ce qui a généré vraiment une prise de conscience. Et maintenant, une bonne partie des clients de taille, on va dire, moyenne ou importante, en tout cas, se renseignent et essayent de travailler sur le sujet. Donc, c'est vrai que par le passé, en fait, en tout cas, les hackers s'intéressent moins au continent africain parce qu'il y a moins d'argent à aller chercher, en fait, mais de plus en plus maintenant que les grosses institutions, qu'elles soient publiques ou les grandes banques des pays africains, avec la crise du Covid, s'ouvrent davantage, mais n'ont pas forcément toute la panoplie de cybersécurité et de couverture nécessaire, ce qui les rend vulnérables. Et les attaques maintenant se multiplient. Et donc, il y a une vraie prise de conscience qui commence. Aujourd'hui, les assureurs africains ont peu d'expérience sur le sujet parce que c'est vraiment tout nouveau. Et souvent, on fait appel à de la réassurance, en fait, à des réassureurs qui ont une meilleure
maîtrise de ces risques-là au niveau mondial pour proposer des solutions. J'avais une petite question pour clore sur la modélisation, parlant des techniques de machine learning, des techniques de statistiques en grande dimension. Je dirais bien évidemment tout ce qui est exploration de ces données, étant donné qu'on peut avoir quand même de grandes données. Donc il y a toutes ces techniques et je pense que c'est un peu ce que fait Joe aussi dans sa compagnie, d'utiliser toutes ces nouvelles techniques pour explorer, comprendre, catégoriser, classifier, essayer de classifier en tout cas les différents risques. En particulier, ça peut être bien évidemment aussi les risques extrêmes. Et c'est quelque chose qui, comme dans tout domaine, est utilisé. Mais par contre, juste pour l'anecdote, ce matin, je regardais justement aussi sur le net l'annonce en fait de réseaux de neurones qui peuvent être aussi hackés, aussi piratés, aussi changés. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'annonce. Donc, je me disais, c'est là où on a besoin toujours de modèles aussi alternatifs, ne pas avoir que ces modèles de type réseau de neurones, par exemple, pour une fois qu'on commence à comprendre, on peut s'aider bien sûr de ces différents modèles, mais ce sont des techniques à utiliser avec toutes les autres techniques, je dirais. Et c'est aussi grâce à ça qu'on peut bien sûr faire des progrès sur la compréhension. Donc les risques évoluent, ça change vite, mais les outils aussi, les techniques aussi évoluent. Donc on peut peut-être réussir comme ça à comprendre quand même ces risques qui changent vite grâce aussi à nos outils qui sont de plus en plus sophistiqués. Donc je regarde en même temps pour... Il y a une question qui demande si on pense que les hackers cherchent uniquement de l'argent. Puis je pense que c'est une dimension intéressante. Pour l'instant, la chose la plus populaire et qui coûte le plus cher aux assureurs, c'est les demandes de rançon. Donc, c'est essentiellement des hackers qui demandent de l'argent, mais on pourrait penser à ce qui est des hackers qui veulent un jour faire seulement du vandalisme, seulement nuire sans rien demander en échange. Donc, ils pourraient juste encrypter des données sans même demander de rançon pour les redonner ou des choses comme ça. C'est pas clair leurs intentions, mais les intentions des gens malfaisants peuvent toujours changer avec le temps, ou ils pourraient même être payés par une tierce partie, un compétiteur, pour nuire à une autre compagnie en attaquant sa réputation ou des choses comme ça avec une bonne fuite de données, parce que ça nuit beaucoup à la réputation d'une entreprise quand il y a des fuites de données. Donc, il pourrait y avoir toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment très évolutif, là. Pour l'instant, avant, on parlait de vol de données puis d'être obligé d'aviser les clients. Là, les demandes de rançon sont le phénomène le plus important présentement mondialement, mais ça pourrait complètement changer qu'après, ils se mettent à essayer de faire des dommages même matériels en utilisant les systèmes informatiques. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. C'est pour ça que Warren Buffett a tout à fait raison et qu'on ne sait pas ce qu'on couvre avec tout ça, parce que les hackers peuvent changer de... Puis en fait, ce n'est pas tellement les hackers qui changent, mais il y a juste des nouveaux hackers qui font d'autres choses. Puis moi, je fais souvent des parallèles entre ça puis la guerre qu'il y a déjà eu entre les assureurs et les voleurs de voitures. Les voleurs de voitures, il y en avait de plusieurs types. Puis quand on a mis toutes sortes de systèmes de sécurité sur les voitures, on n'a pas réussi à arrêter le vol automobile au complet. On a réussi à arrêter ce qu'on appelle en anglais le joyride, c'est-à-dire des adolescents qui se volent une voiture un soir pour aller faire des parties. Puis ils s'amusent, ils font le tour, puis ils l'abandonnent un peu plus loin. Ça, c'est presque disparu du marché maintenant, ces espèces de petits vols-là, parce que les systèmes de protection anti-vol des voitures protègent contre ça. Mais le vol de voitures pour les démanteler, pour vendre les pièces ou pour exporter la voiture pour la vendre sur un autre continent, ça existe encore et pas beaucoup moins qu'avant, malgré toute l'amélioration des systèmes anti-vol. Donc, il y a des types de criminels, il y a des types de risques ou de problèmes qu'on va pouvoir adresser avec de la prévention, mais pas toutes. Donc oui, il va y avoir des hackers qui ne seront pas juste intéressés par l'argent, ça va arriver aussi. Donc, probablement qu'on referait une conférence dans 2 ans, puis peut-être qu'on ne parlerait pas de rançon du tout, parce que c'est plus du tout ça le problème à la mode. Oui, d'un autre côté, en fait, quand on prend d'un point de vue historique
donc il y a des chercheurs comme ça de stratégie qui travaillent sur tout ce qui est guerre cyber, etc. Ils montraient, la gendarmerie aussi, quand on regarde les données, là où ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement au niveau des attaquants, si je puis dire, les motivations sont plus ou moins, c'est toujours un peu la même chose au cours de l'histoire, sauf que les outils ont vraiment changent beaucoup. Donc en termes l'humain reste humain, quelle que soit la technique par laquelle il s'entoure, et finalement on voit que ça évolue, mais ce sont les moyens et donc bien sûr les conséquences qui peuvent être plus rapides et autres qui évoluent, mais les intentions, le pourquoi est similaire. Donc cyberguerre, c'est toujours une histoire de pouvoir et ces outils de cyber sont utilisés parce que c'est bien sûr plus fracassant, pertinent, je dirais, que revenir à des anciens outils. Mais à cet égard, disons, j'étais un petit peu étonnée parce que j'attendais des choses beaucoup plus nouvelles et extraordinaires en termes de motivation. Et en fait, non, c'est les outils qui ont changé. Et lorsqu'on travaille sur les causes, en fait, il y a des modèles donc ça, ce sont beaucoup des chercheurs en théorie des jeux qui travaillent justement sur ces différentes causes et qui introduisent ça dans les modèles. Et c'est aussi donc une discipline, je trouve, qui est... on doit faire le cyber, le risque de façon générale, mais en particulier le risque cyber nécessite vraiment le côté multidisciplinaire et réfléchir en fait par plein de points d'angle d'approche si on veut vraiment comprendre un petit peu là-dessus. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit côté, mais je trouvais très intéressant de voir en termes, quand on classifie, quand on regarde les causes, ben, finalement les acteurs, ben, c'est toujours des humains avec des autres armes, mais ça reste. Alors c'était amusant, Gazi parlait de quand la technique du drone afin d'évaluer le sinistre on time et online et réduire la fraude. Alors que pensent les assureurs de cette proposition? Pas sûr que j'ai vraiment compris l'allusion au drone dans la question. Donc, pour pouvoir en fait suivre ce qui se passe, alors peut-être, encore une fois, j'imagine suivre plus les conséquences que l'initiation, la cause, mais suivre un petit peu les conséquences de ce qui se passe. Mais bon, effectivement, mais là, c'est une question. dans les smart cities ou ce genre de choses, j'imagine. Où il y a une surveillance qui peut être faite pour voir s'il n'y a pas de soucis, par exemple avec les voitures autonomes ou les choses. Bon, j'imagine, hein, je laisse peut-être c'est comme ça que j'interprète la question, mais peut-être que. La question a peut-être rien à voir avec les risques cyber, mais les drones sont déjà utilisés aujourd'hui, notamment pour l'évaluation des sinistres agricoles, en fait, ou des choses comme ça, mais il y a peut-être un... Oui, je pense qu'en fait, on est plus dans la vision. Alors, encore une fois, je mésinterprète peut-être ce que voulait dire le participant, mais plus dans le cadre de villes intelligentes, de surveiller les voitures autonomes, les avions autonomes, etc., surveiller un petit peu ce qui se passe, et plus en termes de prévention que pour les assureurs de voir si tout est OK, sans doute. On peut mettre beaucoup de systèmes de types de systèmes de surveillance ou de choses comme ça, mais chaque système de surveillance est aussi un système informatique qui lui aussi peut être hacké. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on augmente la vulnérabilité ou pas en ajoutant des systèmes de surveillance électronique encore par-dessus? C'est pas si évident. Mais c'est sûr que l'industrie, autant l'industrie de cybersécurité que de cyberassurance, va continuer à s'améliorer puis de toutes sortes de choses. Puis si on revient sur les fameuses demandes de rançon qui est le problème du jour, puis quelqu'un mentionnait dans le chat que les gouvernements pourraient interdire aux assureurs de payer les rançons. Effectivement, il y a des assureurs d'ailleurs qui ont commencé à éviter le plus possible de payer les rançons
pour ne pas encourager les hackers à demander des rançons. Ceci dit, il y a quand même un sinistre parce qu'il faut quand même trouver une façon de récupérer les données, puis ça a peut-être paralysé la compagnie pendant un certain nombre de jours quand même entre-temps. Pourquoi? Parce que présentement, les compagnies, même s'ils font des backups de leurs données, des fois, les backups ne se font pas autant qu'ils pensent parce que ce n'est pas quelque chose qui est testé nécessairement. Et surtout, moi, ce qu'on me dit, c'est que les compagnies ne testent pas la récupération du backup. Donc, même si les données sont copiées tous les soirs puis envoyées sur un serveur externe pour avoir des backups au cas où à faire revenir, ils n'ont généralement pas testé une opération à grande échelle de refaire venir ces données-là pour les réinstaller dans leur système. Donc, le fait de garder des données à l'externe de façon plus sécurisée, c'est une chose, mais la capacité à la faire revenir rapidement, et c'est là que souvent le temps de prendre les systèmes informatiques, nettoyer, fermer la brèche et ensuite faire revenir les données, souvent ça prend une semaine ou deux. Même dans des grosses compagnies qui mettent des efforts énormes pour essayer de revenir, la récupération des données en backup, c'est extrêmement coûteux. Mais si les compagnies finissent par mieux comprendre le risque, se protègent contre ça, font des backups et testent leur capacité à récupérer le backup, évidemment, ça va accélérer de beaucoup les choses, ça va diminuer les conséquences. Fait que oui, plus il y a de demandes de rançon, plus les compagnies vont se protéger contre les demandes de rançon et plus on est sûr que les cybercriminels vont inventer d'autres choses pour attaquer. Ça va être une autre façon. Ils vont le prendre par un autre angle après. D'autant plus que, enfin, il y a eu des statistiques d'ailleurs sur le sujet, en fait, ou des sondages, et il y a eu des attaques, en fait, avec des demandes de rançon, où je crois que c'est même 20% en fait des sociétés qui ont payé des rançons et qui n'ont pas réussi à avoir toutes les données, en fait. Hein. Donc, aujourd'hui, le sujet de la rançon, c'est vrai que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, les sociétés spécialisées en cybersécurité déconseillent de payer la rançon et il faut faire le maximum d'efforts pour récupérer le maximum de données tout seul. Ça prend plus de temps, mais payer la rançon n'est pas aussi une garantie de tout récupérer. Aussi, je pense que les hackers, ils savent comme le prix de rançon qui ont une grande probabilité d'être payés quand ils ciblaient un certain type de compagnie. Ils savent, peut-être ils savent que, OK, ça va être prendre une semaine pour recouvrir les données et si je mis une rançon de comme $10 000, ça ne va pas être un problème pour cette compagnie. Ils font ce jeu, les hackers. Assez bien, effectivement. Je pense qu'une des affaires qu'on n'a pas parlé beaucoup, c'est, on a parlé un peu, là, les PME versus les plus grandes entreprises. Les PME, pour les assureurs comme nous, c'est relativement facile parce que c'est pas ça qui est en grande tendance à la hausse présentement. Ce qui est spectaculaire dans les tendances à la hausse, c'est les attaques contre des compagnies de plus en plus grosses. Quand Hassen parlait de la Banque de Turquie qui a été attaquée ou des compagnies comme Target, c'est des géants de l'industrie qui sont attaqués et c'est ça qui fait augmenter les coûts énormément. Dans la petite entreprise, c'est quand même moins flagrant et c'est plus facile à tarifer pour nous aussi. C'est plus facile de suivre et de s'adapter relativement rapidement sur nos couvertures. Ce n'est pas nécessairement sur ces petites entreprises-là qu'on a des problèmes de sélection adverse et ce n'est pas pour ces entreprises-là que ça vaudrait la peine de commencer à demander à des firmes de cybersécurité d'aller les évaluer pour savoir si on devrait leur charger plus cher ou moins cher. Ça reste une petite entreprise avec des conséquences financières relativement faibles si jamais ils se font attaquer. Pour des plus grandes entreprises, c'est sûr que les assureurs ont intérêt à bien analyser le risque
avant d'assurer une banque, par exemple, pour sa cybersécurité, c'est sûr qu'il faudrait avoir une firme de cybersécurité pour aller voir ça a l'air de quoi les systèmes qui sont mis en place, jusqu'à quel point ils sont mis à jour régulièrement ou tout ce genre de phénomène-là. Là, c'est sûr que pour les plus grandes entreprises à assurer, il y aurait une valeur à aller chercher des entreprises de cybersécurité pour analyser au cas par cas avant de souscrire le risque. Pour les petites entreprises, ça coûterait trop cher. De toute façon, ça coûterait beaucoup plus cher que ce que le client est prêt à payer comme prime. Donc, on ne peut pas nécessairement aller vers ça. Mais pour la grande entreprise, je pense qu'il y a vraiment deux phénomènes. La toute petite entreprise, puis on en assure plein, là, des restaurants. Je veux dire, on en a des milliers de restaurants dans le portefeuille et ça se peut qu'il y en ait un qui soit victime d'une attaque, d'une cyberattaque, mais la probabilité que ça soit quelque chose de vraiment très grave pour un assureur est relativement faible. Mais quand on a des plus grandes entreprises, oui, ça peut être plus dommageable. Donc, je pense qu'il y a deux catégories de risques et deux approches aussi à avoir de ce côté-là. Et une question d'Omar que je trouve intéressante, est-ce que les mutuelles versus assurances, est-ce que les mutuelles pures peuvent offrir la couverture au plus grand nombre en un premier temps, le temps que l'ensemble des assurances maîtrisent davantage le risque? Donc, comment les mutuelles, est-ce que vous avez une idée comment les mutuelles se placent par rapport aux assurances? Est-ce que c'est quelque chose de très français d'avoir ce côté mutuel? Est-ce que vous l'avez aussi au Canada, en Tunisie? Comment ça se décline? C'est probablement plus présent dans le marché français. Je pense que les mutuelles en France sont quand même beaucoup plus, ont plus de parts de marché que dans beaucoup d'autres marchés. Mais quand même, le principe de la mutuelle, puis de la façon que je comprends la question, c'est de dire si au lieu de vivre avec la sélection adverse, on pouvait l'offrir à beaucoup plus de monde, par exemple dans un principe de mutuelle, et puis à ce moment-là, il y a moins de problèmes de sélection, on va accumuler beaucoup plus de données beaucoup plus rapidement et c'est plus intéressant. Donc oui, il y a des assureurs qui le font aussi, que ce soit une mutuelle ou pas. Il y a des assureurs qui ont décidé de mettre des couvertures de bris de confidentialité, mais des couvertures limitées avec des relativement basses limites d'assurance. Puis de le donner, pas de le donner, ils essayent de le vendre quand même, mais à tous leurs assurés. Fait que ça couvre tout le monde, ça fait plaisir aux courtiers, ça protège la responsabilité professionnelle des courtiers qui n'ont pas à se préoccuper de ça. Ça enlève beaucoup de questions de sélection adverse. C'est sûr, en l'offrant à tout le monde, ça permet d'accumuler des données. Donc oui, il y a des assureurs qui le font avec des couvertures limitées, un principe de mutuelle dans le fond. La difficulté avec ces approches-là, c'est que tout d'un coup, le client, lui, voit sa prime augmenter parce que maintenant, ça inclut pour tout le monde une couverture de cybersécurité ou de cyber-risque. Mais le client, lui, pensait peut-être qu'il l'avait avant cette couverture-là ou ces choses-là. Lui, le client, tout ce qu'il voit, c'est j'ai rien demandé et vous augmentez ma prime. C'est pas si clair que l'assureur est capable d'aller vraiment chercher cet argent-là auprès du client parce que ça se peut qu'il appelle son courtier pour négocier le prix à la baisse ou pour aller faire un peu de shopping auprès d'autres assureurs ou des phénomènes comme ça. Donc, c'est pas clair qu'en l'offrant à tout le monde, même dans une mutuelle, qui sont capables de le charger à leurs membres. Ceci dit, dans une mutuelle, c'est de toute façon, même s'ils ne le chargent pas en prime, ils vont finir par le recharger en ristourne plus basse en fin d'année. Mais c'est le problème. Il y a des gens qui sont conscientisés, qui veulent acheter la couverture. Il y en a plein d'autres qui ne savent pas encore. Puis il y en a plein qui assument que leur assurance va couvrir tout, peu importe. Donc, il y a beaucoup d'éducation de la clientèle à faire auprès des entreprises, je pense. Et au niveau, donc, on en a discuté bien évidemment, mais de la question de l'offre de couverture correspond-elle à la demande? Comment les assureurs réagissent face à une demande qui semble quand même très forte? Alors, je ne sais pas, en Tunisie, par exemple. Est-ce que, comment on peut décliner En Tunisie, en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a fait l'expérience de sonder un certain nombre de clients, en fait, sur leurs besoins. Et c'est vrai que la situation face à laquelle on s'est trouvé est un peu compliquée parce que ceux qui ont réagi et qui ont exprimé des besoins sont vraiment les plus vulnérables.
notamment une compagnie aérienne avec aussi des risques de piratage des systèmes de navigation, etc. Et un opérateur télécom qui, lui, est très exposé, qui a un data center, etc. Et même en allant voir, en fait, des réassureurs, parce que vraiment, c'est des risques importants que la compagnie ne peut pas supporter. On a mis du temps à essayer de voir, à remplir des questionnaires, à essayer d'évaluer en fait le risque, etc. Et on est très vite arrivé avec le réassureur au constat que au stade actuel, sans travaux complémentaires en termes de cybersécurité, le risque n'était pas assurable. Donc, clairement, ça dépend des pays, mais en fonction de la maturité qu'il y a par rapport à ces sujets-là, l'offre n'est pas forcément adaptée à la demande. Donc, il faut vraiment qu'on travaille davantage sur de la sensibilisation et de l'accompagnement probablement des clients pour avoir un minimum de sécurité leur permettant d'être assurés. En fait, c'est comme si on assurait une maison contre le vol et que la maison n'ait pas de porte, en fait. Hein. Donc, et c'est un peu ça la comparaison que je peux faire. Mhm. Oui, c'était un petit peu ça dont on parlait en termes de cybersécurité et euh, risque adverse, disons. Quand on parlait au début des couvertures qui sont offertes, les couvertures les plus populaires, ou en fait qui sont assez largement offertes, c'est vraiment tout ce qui est bris de confidentialité. Donc, une entreprise a perdu des données de ses clients et doit aviser les clients et doit aussi nettoyer ses systèmes pour bloquer la brèche ou ces choses-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la couverture de bris de confidentialité. C'est quand même assez répandu en termes d'offres dans le marché, avec des limites des fois plutôt basses, là, mais c'est possible pour la plupart des entreprises de trouver des couvertures de bris de confidentialité. Quand on commence à penser de responsabilité envers les tiers, responsabilité des administrateurs et dirigeants et bien direct, des dommages directs aux biens, c'est plus difficile. L'offre est plus limitée pour une couverture vraiment globale qui engloberait tous les risques de cybersécurité que les assureurs essayent d'exclure des autres. Là, il y a moins de joueurs qui offrent ça, mais le bris de confidentialité au départ est relativement simple à offrir. C'est en grosse partie ce que les clients recherchent encore pour l'instant, mais les clients plus sophistiqués qui commencent à se rendre compte que ça prend plus, ne trouvent pas tous facilement. Donc, il y a encore je pense que le marché de l'assurance doit encore continuer à développer son offre de produits pour offrir des produits plus complets là-dedans sur une base affirmative, mais les clients vont le demander de plus en plus. Donc, la demande n'est pas nécessairement encore très, très forte. Les courtiers en parlent parce que les courtiers, eux, se disent c'est des produits qui existent chez certains assureurs, même si c'est de façon très limitée. Et moi, j'ai l'obligation légale de l'offrir à mes clients parce que c'est moi qui est le conseiller de mes clients pour leur dire c'est quoi les bonnes couvertures. Donc, eux nous demandent de développer des offres de produits. Plus que les clients eux-mêmes. Donc, les courtiers commencent à être plus sensibilisés que les clients. Mais ça s'en vient. La demande va exploser probablement. Puis quand on voit les grandes attaques spectaculaires qui font les manchettes des médias, ben là, évidemment, ça fait grandir la demande aussi. Mais la plupart des propriétaires d'entreprises se disent oui, mais ça ne me touche pas, ce n'est pas mon genre d'entreprise. Pourquoi ils s'intéresseraient à quelqu'un comme moi? Mhm. Et une information de Monia qui disait qu'au Maroc, en fait, la cotation des cyber est réservée essentiellement aux réassureurs et sous réserve de fournir un questionnaire. Mais donc c'est le rôle. C'est pareil en Tunisie et dans la plupart des pays africains. Mhm. Et quel principal, et on va clore sur cette question, peut-être une des dernières questions, quelle principale exclusion aujourd'hui pour les risques cyber?
Est-ce qu'il y a certains qui vous viennent à l'idée, qui sont frappants? Ce qu'on essaye le plus d'exclure, c'est tout le cyberterrorisme. Donc, si c'était des attaques massives, clairement faites par une organisation terroriste ou parrainées par un pays ou une organisation terroriste, ces choses-là, les assureurs veulent tous être exclus de ça, de la même façon qu'on essaie d'exclure tout acte terrorisme, que ce soit des problèmes d'explosion ou quoi que ce soit. Si c'est une attaque terroriste, on essaie de l'exclure partout. Les exclusions ne tiennent pas toujours. Les attaques terroristes, on n'est pas toujours capable de bien prouver que c'était du terrorisme. La définition de terrorisme n'est pas toujours claire dans la tête de tout le monde. Mais ce que je dirais, c'est que la principale chose qui est à exclure, c'est le terrorisme et disons, la cyberguerre par un pays étranger. Mais par exemple, en Europe, si c'est exact, le terrorisme, c'est obligatoire. Des réassureurs ne peuvent pas l'exclure. Je suis moins familier avec les produits en Europe. En particulier cyberterrorisme, j'imagine que, alors je ne sais pas si parmi les participants, il y a des professionnels européens qui peuvent confirmer ou dire que non, qu'on peut le... Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de réponse? Personne. En France, il me semble qu'on n'a pas le droit d'exclure le terrorisme. Les guerres, oui, mais pas le terrorisme. oui, mais pas la cyberguerre, en fait. Hein. Bah, disons tout ce qui est guerre, donc j'imagine une guerre cyber. Alors, je ne sais pas s'il y a une notion a priori nouvelle pour le cas spécifique du cyber, mais c'est clair que, par exemple, disons, de par le terrorisme, il y a des assurances qui doivent couvrir. Alors en France, une des exclusions en France, c'est la guerre étrangère. Sinon, pour le terrorisme, cela concerne les dommages matériels. Voilà. Donc, je vous propose peut-être, à moins qu'il y ait des questions, oui, c'est dans les contrats. Donc, je vous propose de conclure un petit peu sur ce qu'on a discuté, à savoir bien évidemment le challenge de transformer l'incertitude en un risque, et qui dit risque dit quelque chose de mesurable. Ça signifie, pour bien comprendre et être à même de mesurer, collecter, organiser, analyser les données sur ces attaques, développer des nouveaux modèles, des modèles alternatifs pour évaluer ces risques. Et encore une fois, ça signifie bien évidemment utiliser les nouvelles techniques pour l'exploration, type statistiques en grande dimension, tout ce qui est scénario. J'en parlais quand on préparait la réunion avec ces scénarios en utilisant même parfois des livres de science-fiction, comme le fait actuellement le ministre de l'Armée qui a fait un think tank avec 10 écrivains de science-fiction pour réfléchir un peu à ces éventuelles guerres cyber en particulier, et les dangers liés au cyber. Développer des modèles de réseau du fait de la dynamique, de la dynamique de cet environnement très changeant, des techniques aussi utilisées pour le risque systémique. C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé en mathématiques financières après la crise financière. Donc c'est la théorie des jeux, si on s'intéresse un petit peu aux différents acteurs. Et bien évidemment, ça veut dire travailler main dans la main avec les professionnels, les chercheurs, que ce soit du domaine bien sûr académique ou professionnel, pour explorer ce domaine. Et bon, peut-être que justement collaborer avec la cybersécurité pour aider un petit peu à anticiper, à prévoir, faire de la prévention, et peut-être avoir un petit peu des limites par rapport à cette couverture assurantielle pour le cyber est quand même assez important, et c'est ce qu'on voit être développé quand même de plus en plus. Je ne sais pas, donc si je pense si l'un d'entre vous, Joe, Jean-Denis ou Hassan veulent compléter par ça. Sinon, en tout cas, merci mille fois d'être là, d'avoir discuté, échangé vos avis très riches. Mais
Barry, j'aimerais aussi beaucoup remercier tous les gens qui ont été actifs dans le forum de discussion parce qu'il y en a qui posaient des questions, mais il y en a qui répondaient à des questions d'autres aussi. Fait que dans le fond, ça enrichissait beaucoup la conférence. Il y avait plein de gens qui amenaient des points intéressants là-dedans. Fait que merci beaucoup à ceux qui ont participé activement. Ça a fait quelque chose de plus vivant, même si on était obligé d'être virtuel. Donc, merci aux participants actifs. Oui, tout à fait. Je me joins grandement à c'est très bien, effectivement, d'avoir quelque chose de vivant. Avec le son, ça aurait été peut-être plus, plus sympathique, mais c'est vrai que quand on est plein de participants, on ne peut pas gérer. Ça deviendrait très chaotique, effectivement. Voilà, donc merci encore à tous. Hassan, Joe. Merci. Merci. Donc, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent demain pour la suite de ce colloque international de l'actuariat francophone. Je vous laisse, vous avez bien sûr le programme. Et Samuel, je ne sais pas si tu es là, si tu veux dire un petit mot, annoncer non, la juste suite. merci à vous quatre, et merci à tous ceux qui ont assisté au colloque. Et je voulais rappeler que, bien évidemment, il y avait un grand nombre d'instituts en dehors de l'AI, l'AI et de nombreux instituts qui participaient à l'organisation. Et je voudrais dire donc des instituts belges, béninois, camerounais, canadiens, français, ivoiriens, marocains, sénégalais, suisses et tunisiens et luxembourgeois. Donc, merci à toutes et tous et à demain pour l'assurabilité des pandémies. Merci. Au revoir. Au revoir.